Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette cinquième année du cycle de conférences rythmologie. Vous savez qu'on a mis la question du rythme comme une clé de lecture et d'écriture des mondes contemporains, avec l'acceptation du rythme comme manière de fluer. Vous avez sans doute déjà vu, pour celles et ceux qui nous connaissent, qu'on a un programme donc, qui va s'échelonner sur une année complète, 2024-2025, qui va nous amener jusqu'en juin, avec une intervention et une conférence toutes les mois, en fait, une fois par mois. Et pour un mois particulier, on aura deux interventions qui auront été calées. Donc des interventions d'une heure avec une heure de questions, réactions, réponses, échanges. Je voulais signaler que ce séminaire, c'est un séminaire qui est un séminaire construit avec la MSH Alpes en partenariat avec les laboratoires de l'UGA et de l'ENSA Toulouse et de l'EPFL. Voilà, et en dialogue avec des réseaux dans le monde entier autour des questions de rythme et de temporalité. Le programme, vous pouvez le retrouver sur nos sites respectifs, notamment celui de la MSH Alpes, voilà pour le programme de l'année. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Gérald Arbois, qui est historien du renseignement, donc une thématique particulière autour d'un thème particulier ô combien d'actualité, rythme et art de la guerre. Voilà, cette année, le séminaire, on l'a orienté notamment sur les questions d'articulation entre les dynamiques humaines, urbaines et la question de la nature, du vivant. Et l'intervention de Gérald Darbois est une intervention qui devait avoir lieu l'an dernier dans le cadre du séminaire et qui avait dû être reportée. Voilà, donc on est très heureux de recevoir Gérald aujourd'hui avec nous. Je rappelle qu'il est titulaire d'une HDR, une habilitation à diriger des recherches qui portait sur l'histoire des services du renseignement de 1856 à 2012. Il a aussi travaillé sur les questions de renseignement économique. Je partage avec lui un tropisme du côté de la Lorraine et de la frontière luxembourgeoise. Et il est responsable de l'axe études du renseignement au Conservatoire national des arts et métiers. Donc une intervention attendue, une intervention particulière dans le cadre de ce séminaire. Alors, on inaugure un petit peu aussi cette année, dans le cadre du séminaire, on inaugure deux moments particuliers. On aura un moment de débat, donc une séance qui sera consacrée à un débat autour de l'ouvrage qui est sorti enfin, rythme et flux à l'épreuve des territoires, donc avec les auteurs de l'ouvrage, donc au cours de l'année, vous verrez. Et puis on a un moment aussi, dans la prochaine séance, avec deux jeunes doctorants. On a souhaité laisser la place à la jeune recherche aussi, David Lucot, qui travaille sur les articulations entre rythme du vivant et rythme urbain et humain. Et puis Thibaut Cassagne, qui lui travaille sur une approche rythmique des villages de pêcheurs le long du fleuve Rouge à Hanoï. Voilà un petit peu pour les nouveautés de l'année. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, signaler donc qu'on laisse dans ce séminaire beaucoup de temps à l'intervenant, enfin le temps nécessaire, trois quarts d'heure, une heure pour développer son propos. Et ensuite, on passera à un deuxième temps qui est un temps d'échange avec j'allais dire, les permanents du séminaire et toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour voilà, échanger, réagir, s'approprier le contenu d'une conférence qui est de qualité. Voilà le fonctionnement. Donc, dès le démarrage de Gérald Arbois sur sa conférence, donc je rappelle le titre Rythme et art de la guerre, vous aurez la possibilité d'intervenir dans le chat. Il y a que les panélistes, c'est-à-dire l'équipe du séminaire qui pourra voir les questions, mais rassurez-vous, on s'en fera l'écho. Et puis dans le deuxième temps, donc à partir de la deuxième heure, il y aura la possibilité, évidemment, sous réserve de demander la parole, d'intervenir et d'interagir avec l'interlocuteur. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je tenais à remercier toute l'équipe de la MSH Alpes,
toute l'équipe de communication, je pense à Laurence, à Félie, enfin toute l'équipe qui est derrière l'organisation du séminaire, nos partenaires aussi à l'EPFL, au LRA. Voilà, je pense à Sylvie Panissard notamment qui relaie l'info, mais aussi à Serge Faro du côté du laboratoire. Voilà. Et je tenais aussi à remercier mon collègue et ami Christian Graff, avec lequel ben, nous jouons en duo tout au long de l'année pour que ce séminaire ait lieu et ait bien lieu. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Et si vous en étiez d'accord, et si Gérald Darbois en était d'accord, je vais lui céder la parole en vous souhaitant encore la bienvenue. Sentez-vous chez vous dans ce séminaire. À Eh toi. bien, je vous remercie. Merci aux organisateurs. Je remercie particulièrement Luc et Christian pour leur invitation, leur longue invitation, puisque j'étais prévu, comme Luc l'a rappelé, l'année dernière et non pas cette année. Je vais quand même un petit peu préciser ma présentation, c'est-à-dire que je suis auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. C'est ce qui me permet de parler un petit peu des questions de guerre, parce que sinon je suis un historien des relations internationales, et puis surtout depuis 25 ans, je me préoccupe de questions de renseignement. Donc je ne suis pas forcément dans le temps de la guerre. Et justement, en tant qu'historien, donc je vais essayer de répondre à cette question et à cette thématique qu'on m'a proposée, c'est-à-dire rythme et art de la guerre, mais je vais tenter d'y répondre en tant qu'historien, c'est-à-dire que je vais plutôt essayer de vous montrer les temporalités de la guerre et les adaptations euh, que l'on fait quand on est face à un problème comme la guerre. Donc, dans un premier temps, si je réussis à faire marcher, voilà, dans un premier temps, je vais profiter de l'actualité du jour. Je vous rappelle qu'on est le 11 septembre. Alors, d'accord, on est mercredi, c'est la sortie des films et aujourd'hui sort Beetlejuice, Beetlejuice. Mais c'est pas de Beetlejuice que je vais vous parler, c'est plutôt d'un événement que les plus âgés ont vécu. S'ils ne l'ont pas vécu directement, ils l'ont vécu devant la télévision. Ce 11 septembre a été un moment de fort questionnement parce que pendant les 3 4 heures où on a été scotché devant notre écran de télé, euh, on n'a pas pu réfléchir. On a subi les événements, on n'avait aucune main sur ces événements. Moi, je me souviens encore, et je pense que les collègues sont également dans le même cas, je me souviens de ce que je faisais, alors pas quand le premier avion, mais quand le deuxième a tapé euh, le bâtiment. Euh, je me souviens d'avec qui je parlais et Luc sait de qui je parle. Euh, Ça a été un choc. Donc dans le rythme d'un chercheur, parce que j'étais enseignant dans le secondaire et j'étais chercheur associé dans un labo sur les médias à l'université de Strasbourg, à ce moment-là, euh, je travaillais sur ces questions de retransmission, d'images, de relations internationales vues par les médias. Mais là, c'était un immense trou noir. On était dans le sentiment, même pas encore, dans le ressentiment, certainement pas. Il y avait une impossibilité à expliquer ce qui était en train de se passer. Et pourtant, il a fallu l'expliquer. Et pour l'expliquer, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur les questions de renseignement, que j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillaient pour ce monde, eh bien, j'ai commencé à comprendre.
Le 11 septembre 2001 n'est pas arrivé par hasard, même si nous l'avons subi comme un événement arrivé par hasard, non annoncé. Le 11 septembre était une résurgence de la guerre d'Afghanistan. La première guerre d'Afghanistan a commencé en 1979 par l'image que vous voyez en bas à droite de ma présentation. Les Russes, qui étaient soviétiques à cette époque-là, sont entrés pour libérer, comme ils le font toujours, la population afghane. Et rapidement, et là c'est l'image que vous avez en haut à gauche, les Américains sont entrés dans la danse. Alors je ne vous raconterai pas cette histoire, on pourra en revenir, y revenir après dans la discussion, mais ce qui est important de savoir, c'est que ces Américains, pendant 10 ans qu'a duré cette guerre, donc de 1979, enfin, peut-être qu'ils ne sont pas arrivés en 79, ils sont arrivés entre 81 et 84, jusqu'en 89, les Américains vont être là, les Français aussi vont être dans l'affaire, euh, mais les Américains vont avoir une attitude qui est très américaine, c'est-à-dire qu'ils vont tout donner. Ils vont aider les Afghans, mais jusqu'au bout. Le problème, c'est que dès que la nouvelle de l'évacuation de l'Afghanistan par les troupes soviétiques va être connue, de cet instant précis, tout va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y avait des Américains qui étaient en train de dîner avec des Afghans, leur téléphone satellitaire a sonné, les types ont prétexté qu'ils devaient aller aux toilettes ou ailleurs, ils ont disparu. Et dans les minutes qui ont suivi, plus aucun téléphone américain ne sonnait. C'est-à-dire que les Afghans qui avaient combattu avec des frères d'armes américains, qui avaient combattu l'ennemi soviétique, se sont retrouvés sans plus de communication avec leurs amis, leurs compagnons d'armes américains. C'était fini. L'argent n'est plus arrivé, plus rien. Dans cette situation, vous comprenez qu'un petit qu'un petit Saoudien qui avait servi de liaison entre les services saoudiens et les entités qui se créaient au Pakistan pour aider les Afghans, pour amener de l'argent, et décidé tout seul d'attaquer les États-Unis, d'attaquer la France également, parce que je vous rappelle que juste avant que des avions aillent s'écraser sur les tours jumelles et sur le Pentagone, le, le commandant Massoud, qui avait été soutenu par les services spéciaux français, a été assassiné. Et a été assassiné par un journaliste, enfin, par quelqu'un, un groupe qui se présentait comme des journalistes belges, donc parlant français. Ça, c'est pour le passé. Parce que le 11 septembre va amener l'Occident dans une dérive qui se terminera, vous l'avez tous, pour le coup, là, vécu, c'était au mois d'août 2021, l'évacuation des derniers Américains qui étaient encore à Kaboul, mais l'évacuation d'Afghanistan s'est faite suite à un accord de la présidence Trump avec les talibans qui avait été signé au mois de novembre précédent. Donc, l'armée américaine avait évacué petit à petit d'abord les bases les plus éloignées, puis s'était retranchée sur Kaboul.
sans qu'il n'y ait eu, pendant ce redéploiement, aucune attaque des talibans, aucun attentat. Donc, a priori, l'évacuation aurait dû se faire sans problème. Seulement, comme vous le voyez sur la photo qui est en haut à droite, vous voyez que ce sont des civils qui attendent d'entrer dans un avion militaire américain. Donc, on voit que la guerre ne correspond pas uniquement à une affaire de militaires, pas uniquement non plus à une affaire de service de renseignement, mais mêle également des civils. Et des civils avec leur réaction de civils, et particulièrement avec leur peur. Et là, les gens qui attendent pour monter dans un avion occidental sont des gens qui ont peur, peur de ce que les talibans vont pouvoir leur faire. Alors, je n'ai pas à me prononcer sur cette peur, mais c'est sur la lecture qui va être faite par ce que l'on voit dans les médias, va être faite hors d'Occident. Mais en Occident, on y a pensé aussi, puisqu'on a tous vu ces caricatures où c'est mise en parallèle de la photo de l'évacuation de Kaboul avec l'évacuation de l'ambassadeur américain en 1975 à Saïgon. Donc, on a construit cette évacuation comme une défaite des Américains, voire une défaite de l'Occident. Et ceci est important à comprendre pour pouvoir analyser la présence de la quatrième photo. Parce que les trois photos que je vous ai montrées jusqu'à présent sont des photos qui ont trait à l'Afghanistan. Parce que le 11 septembre a été fomenté par quelqu'un qui était réfugié en Afghanistan. La quatrième photo, les drapeaux, vous les reconnaissez. La lignée de chars, elle doit vous faire penser à ceux qui sont entrés en Afghanistan, sauf que là, elle est en couleur. C'est parce que ceux qui entrent là, ce sont des Russes et non plus des Soviétiques, et ils entrent en Ukraine. Et là, c'est intéressant parce que en 2019, quiconque en Occident se posait la question de ce qui se passait en Ukraine se voyait rembarré parce que l'Occident était préoccupé par le 11 septembre, les attentats, le terrorisme. Et là, on se retrouve au 2 février 2024 avec une question purement interétatique, intra-européenne, une réalité que l'on n'avait plus pensée, au moins depuis le 11 septembre, sinon depuis 1995, quand on avait réglé le problème de l'ex-Yougoslavie. Donc vous voyez que on peut poursuivre, avant de voir, on peut poursuivre ce raisonnement au niveau des adaptations militaires. Le missile Stinger, donc celui que vous avez le plus à gauche en Afghanistan, c'était le produit le plus connu, le plus vu, le plus apprécié. 2 ans après l'évacuation de l'Afghanistan, en guise de cadeau d'adieu à l'Union soviétique, les États-Unis, entraînant derrière eux toutes les troupes des Nations Unies, vont aller libérer le Koweït, et qui était occupé par l'Irak, mais l'Irak avait
un mode, un mode opérationnel qui était soviétique. Et là, on va voir sortir des armes qui n'étaient pas celles qui ont été utilisées en Afghanistan. Là, on va voir des armes, les missiles cruise notamment, qui sont sortis pour montrer aux Russes ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient attaqué en Europe. Et la dernière image, celle qui est à droite, c'est qu'aujourd'hui, l'objet volant le plus connu, c'est le drone. Que ce soit un drone militaire ou un drone civil trafiqué par les Ukrainiens, la guerre en Ukraine restera symbolisée au niveau militaire, pas par le César, pas par le F-16, mais bien par le drone. Et une troisième chose à accompagner cette évolution depuis l'Afghanistan, c'est le développement des chaînes d'information continues. La première guerre du Golfe, donc Saddam contre le reste du monde, va être accompagnée ou va faire le succès d'une chaîne régionale du câble d'Atlanta, CNN, qui a vu le moyen de créer un nouveau type de journalisme avec des images sur le terrain. Et puis quand on ne pourra plus envoyer des journalistes occidentaux, on enverra, on utilisera les fixeurs locaux. Et puis quand on ne pourra plus faire ça, on enverra un drone. Mais vous voyez que euh, ce modèle de communication, qui était d'abord par le câble et qui est maintenant par Internet, par les satellites, vous avez une explosion de chaînes d'information continue. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un événement, que ce soit les Jeux Olympiques ou que ce soit une guerre, sans que on ait des images pour nourrir ces chaînes d'information. Donc là, vous comprenez que lorsque l'on aborde une guerre, lorsque l'on cherche les temporalités qui la constituent, eh bien, on passe à des structures qui sont spécifiques et qui vont au-delà du simple triptyque que l'on voit généralement aussi bien dans les livres d'histoire que dans les médias, l'apparition, le déroulement et la conséquence de la guerre. Donc ce que nous allons nous attarder, c'est sur les temporalités qui sont à la fois stratégiques, opérationnelles, tactiques, mais aussi politiques et sociales. Et vous ne garderez en tête que le moment opérationnel que l'on appelle guerre dans les médias, c'est le moment où il va y avoir un engagement terrestre, aérien, maritime, dans l'espace même, et que cet engagement va conduire à une remise en cause de l'ensemble des systèmes qui gèrent nos sociétés, aussi bien politiques, économiques, sociaux, informationnels, infrastructurels, légales. Commençons par le commencement sur les temporalités stratégiques. Clausewitz, c'est un penseur du 19e siècle qui a été un commentateur des campagnes de Napoléon et tout un chacun connaît son aphorisme, c'est-à-dire la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens.
voyez qu'il insiste sur la politique et que sans politique, il n'y a pas de guerre. Mais surtout, c'est dans les autres moyens qu'il va falloir penser, c'est-à-dire que c'est là que l'on va avoir un rythme qui va se mettre en place et qui va nous séparer du temps de paix pour nous amener dans le temps de guerre. Et ce qui est intéressant avec Clausewitz, c'est qu'il découvre cela à l'issue des guerres napoléoniennes et il invente une nouvelle temporalité qui est la planification. La planification, c'est le moment qui nous met entre le monde politique et le monde militaire. Parce que la planification, ce n'est que l'arbitrage entre les besoins politiques et les capacités opérationnelles d'une armée. En gros, c'est ce que l'on appelle les buts de guerre. Mais ces buts de guerre sont un objectif stratégique. C'est-à-dire que c'est le cadre global dans lequel on va mener la guerre. Et si vous vous souvenez bien, l'armée russe va entrer en Ukraine par 3 voies, alors que l'objectif ou l'effet final recherché, pour parler comme les militaires, c'est ce qu'ils occupent aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils sont entrés par 3 voies? On nous a dit dans les médias que c'était pour enlever les nazis qui étaient au gouvernement à Kiev. Mais pourquoi ils ont été à Kharkiv aussi? On se demande. Il y a peut-être des nazis aussi à Kharkiv. Euh, en fait, une guerre, quand elle est pensée stratégiquement, se détache du simple objet militaire pour devenir également un objet diplomatique. On ne fait pas la guerre pour tuer l'ennemi, même si Clausewitz l'a dit. On fait surtout la guerre pour prendre à l'ennemi quelque chose que l'on désire. Ça peut être un territoire, ça peut être de l'argent. Quand Hitler a vaincu la France, il lui a imposé des dommages de guerre. C'était ce qu'on avait fait en 1919 à l'Allemagne après le traité de Versailles. Mais si on parle de négociation, on reste dans la guerre, mais on est dans un moment où on réfléchit à une autre façon de faire évoluer la guerre. Et là, on a de nouveau une rythmologie qui apparaît, qui est propre aux négociations, qui fait partie de la tactique et non de la stratégie, c'est-à-dire que c'est le terrain qui commande et c'est l'effet final recherché qui décide de ce que l'on va faire. Prenons l'exemple qui est affiché de la recherche d'accords de paix au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, on est entre la fin de 1916, c'est-à-dire Verdun, et la première moitié de 1917, c'est-à-dire le chemin des dames. Les 2 photos que vous avez sur la partie gauche. Donc, on a des intervenants plus ou moins connus, le plus connu étant le pape Benoît XV, qui ont essayé de faire les go-between entre les Allemands, les Autrichiens également, et les Anglo-Français. C'est-à-dire que sur la carte que vous voyez à droite, ce qui est figuré en bleu, c'est-à-dire la triplice, qui est plus que du Hollis dans le sens où l'Italie est passée
du côté de l'entente. Euh, un des négociateurs venait d'Autriche, était le frère, le cousin, je veux dire, du nouvel empereur autrichien. Euh, L'objectif était de temporiser la guerre en cours. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient éviter une défaite. Parce que si ils avaient une défaite, ils étaient sûrs que derrière, il y aurait un problème d'ordre public intérieur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé entre 1918 et 1920, dans cet espace central de l'Europe et dans le nord de l'Italie, on a eu des révolutions. Mais de l'autre côté, les Alliés, eux, n'étaient pas sur la même longueur d'onde et surtout n'avaient pas les mêmes prétentions vis-à-vis de leur ennemi. C'est-à-dire que en juillet 1917, ils pensaient que la victoire était à leurs mains, qu'ils avaient presque partie gagnée. Je vous rappelle que l'armistice a été signé le 11 novembre 1918, donc il a fallu encore 1 an et demi de guerre avant que se réalise la prophétie des Alliés. Donc on voit que dans une guerre, ce sont les intentions nationales qui rythment les temporalités stratégiques. Et ce ne sont jamais les fauteurs de paix qui en sont à l'origine. Cela dit, la diplomatie finit toujours par imposer la paix aux partis qui sont en guerre. Si on prend les accords de Dayton qui ont été signés le 21 novembre 1995, qui ont mis fin à la guerre entre les Serbes d'un côté, les Croates et les Slovènes de l'autre, on voit que c'est bien un accord de paix qui a été signé, qui a été avalisé par les États-Unis, par Clinton. Ce qu'on oublie, c'est que pour amener tout ce beau monde à la table de négociation, il a fallu que les avions de l'OTAN aillent bombarder la Serbie, ouvrant la question du Kosovo. Mais vous voyez que on arrive toujours à cette histoire de fin des hostilités. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Donald Trump, président des États-Unis, avait négocié avec les talibans à Doha pour obtenir un retrait de l'armée américaine. La même chose s'était passée en janvier 1973 à Paris pour que les Américains obtiennent le retrait de leurs troupes du Vietnam. Et le dispositif militaire américain a commencé à réduire à partir de mars 1973, a pris 2 ans, puisqu'on a retenu uniquement l'ambassadeur qui allait récupérer le drapeau américain et qui s'engouffrait dans un avion, dans un hélicoptère avant de partir. Donc, toute cette histoire de guerre nous ramène à une affaire politique. Et comme je suis historien, je ne mégote pas mon plaisir de vous parler d'une guerre du XVIIIe siècle. Pendant ces guerres-là, qui n'étaient absolument pas en dentelle, rassurez-vous, il suffisait d'une bataille décisive pour gagner la guerre. Donc, on mobilisait le banc et l'arrière-banc, on l'équipait, parfois ils étaient bien habillés, d'autres fois ils étaient locteux, mais on les amenait sur un théâtre d'opération,
on décidait de l'endroit où on allait rencontrer l'adversaire, on gagnait, on avait gagné la guerre. Et pourquoi est-ce qu'on jouait comme ça, avec cette bataille décisive? Eh bien parce que quand on donnait aux diplomates la possibilité de régler les problèmes, eh bien, ça partait en discussion interminable. Je vous rappellerai simplement que la paix de Westphalie, qui va gouverner euh, l'arc de sécurité européen jusqu'en 2022, cette paix de Westphalie a été signée, enfin, a commencé à être négociée en 1644 et a été signée 4 ans plus tard. Si on prend la guerre froide, vous l'avez tous connue, de 1945 à 1991. Deux superpuissances, d'un côté les États-Unis, figurés par John Fitzgerald Kennedy, et de l'autre côté, Nikolaï Khrouchtchev, le bras de fer auquel il joue est celui qui nous rappelle la crise des missiles de Cuba. Mais vous voyez que ces deux superpuissances ne vont jamais aller plus loin que se tenir la main, même pour faire un bras de fer. Parce que justement, ce sont deux superpuissances nucléaires, que la dissuasion nucléaire empêche que les deux superpuissances s'affrontent. Et donc, ils vont se créer des alliances, chacun à sa mesure. Les Américains vont créer l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui est figurée en haut de votre écran. Les Russes vont répondre par le pacte de Varsovie, qui est figuré en bas de votre écran. Et tout affrontement qui aura lieu pendant cette période ne seront que des affrontements indirects. Pour les Américains, ça a été la Corée, la photo en noir et blanc, ou le Vietnam, la photo en couleur. Pour les Russes, ça a été plus délicat, ça a été l'Afghanistan, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'image du haut, et l'Angola, l'image du bas. Donc, vous comprenez bien que les temporalités jouent sur le rythme de la guerre. Et il suffit qu'une stratégie soit mal adaptée pour que tout parte en vrille. Et je ne parle pas de l'Ukraine à cet instant précis, je vous parle toujours de l'Afghanistan, mais post-2001, quand l'OTAN est intervenue, elle est intervenue au titre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de la solidarité envers un allié qui est attaqué, et l'OTAN y est allée, mais elle n'avait pas d'autres objectifs que de soutenir les Américains. Et faire une guerre simplement pour soutenir un allié, ça n'est pas forcément une bonne solution. Il a suffi de l'attentat d'Ouzbine en 2008, l'été 2008, pour que les Français puis les Anglais décident de rentrer et l'OTAN est partie, laissant les Américains tout seuls. La guerre, c'est une affaire politique, mais c'est aussi un duel à une plus vaste échelle. C'est Clausewitz qui le dit toujours. C'est-à-dire que à la dimension stratégique s'ajoute une réalité opérationnelle qui est aussi une réalité opportuniste, parce qu'on va attaquer quand la temporalité nous le permet. Et cette temporalité, à nouveau, elle a son propre rythme, elle a sa propre planification, elle a sa propre exécution.
Et là, on est dans un objectif qui n'est plus global, c'est-à-dire de stratégie, mais qui est simplement tactique, avec une multitude d'opérations différentes dont l'objectif est de réaliser l'effet final recherché. Et là, je vous prendrai comme exemple le débarquement de Normandie. C'est à la fois une question stratégique, c'est-à-dire ouvrir un nouveau front pour soulager les soviétiques qui combattent les Allemands à l'Est. C'est un enjeu tactique, donc on va créer une fausse armée, on va désinformer les Allemands, c'est l'opération Bodyguard, et à l'intérieur de Bodyguard, on a une opération que vous connaissez tous qui s'appelle Fortitude, où là, on va utiliser des agents doubles. Et on a une réalité opérationnelle, c'est-à-dire que on va apprendre des débarquements précédents, et notamment de l'opération Husky, donc en Sicile, du débarquement de juillet 43, qui avait été un petit peu mal perçu. Et on va essayer d'amener des forces sur les plages. C'est l'opération Neptune. Donc vous voyez, on est sur une opération qui ne se résume pas à toute la Seconde Guerre mondiale, une opération qui mobilise des forces terrestres, navales, aériennes, qui répondent chacune à leur rythmologie, dans une temporalité qui est fixée du mois de mai 43 au mois de juillet 44, c'est-à-dire J plus 40 après l'ouverture des opérations le 6 juin 1944. Donc vous comprenez bien qu'une ouverture d'une campagne militaire, c'est pour les médias la guerre, mais ça n'est pas que la guerre. Ça n'est qu'un épisode dans une temporalité d'un conflit qui est beaucoup plus large. Et comme toujours, si d'un point de vue tactique, on, euh, on rate la mise en place de son opération, eh bien, on peut avoir des conséquences négatives. La campagne de Russie de 1812 de Napoléon, ils sont partis en plein été, donc ils sont arrivés en début d'hiver, donc ils ont eu la Rasputinza comme on la connaît en Ukraine, mais ils ont fait face également à une élongation de leur ligne logistique, et là-dessus, on a rajouté une résistance imprévue qui a conduit à une erreur tactique. Parce que cette temporalité tactique, c'est une action au niveau d'un champ de bataille. C'est-à-dire qu'on revient dans cette déclinaison opérative de l'opération, on revient à la bataille décisive des temps anciens. Et cette bataille, elle ne conduira plus à la paix, mais elle va pouvoir créer un changement dans le cours du conflit. Cette bataille de Stalingrad, donc vous voyez un petit peu toutes les étapes de 1942-1943, cette bataille de Stalingrad va marquer l'arrêt de l'avance allemande, et cet arrêt de l'avance allemande va marquer le début du déclin de la possession allemande sur l'Europe. Et vous comprenez que ces réalités militaires ne sont possibles que s'il y a une adaptation humaine à la guerre. Parce que la guerre, finalement, ça n'est quoi d'autre que la fin d'une période plus ou moins longue de paix. Les Ukrainiens étaient en paix depuis 2014. Nous, Européens, on était en paix
soi-disant, depuis 1945. En fait, plus certainement depuis 91. Donc, on a une perception temporelle qui est modifiée. Modifiée sur la perception paix-guerre, mais modifiée également à partir du moment où on entre en guerre. C'est quoi entrer en guerre? On impose un état de tension, d'alerte en permanence. On a une disruption au sein des vies civiles, c'est-à-dire que avec la guerre apparaissent l'idée de pouvoir perdre des hommes. On va vivre dans l'incertitude de cette annonce. Et là, je vous renvoie à cette attaque d'août 2008 à Ouzbin en Afghanistan. On était en plein mois d'août. Beaucoup ont vu les obsèques fin août à Paris. Et le choc de cette attaque d'Ouzbin a amené les armées à faire une enquête interne, mais surtout a amené la France à se retirer, à prendre la décision de se retirer d'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas cette guerre, mais plus généralement, toute guerre conduit à un moment donné à une fatigue de la guerre. Plus une guerre dure, et cette fatigue, vous l'avez eue face à l'Ukraine, vous avez préféré au mois d'octobre de l'année dernière vous passionner pour la question israélo-palestinienne. Et puis ensuite, vous êtes passé aux Jeux Olympiques. Et puis quand les Jeux Olympiques sont passés, vous êtes passé aux Jeux Paralympiques. Et puis une fois que tout ça s'était passé, bah, c'était la grande querelle du Premier ministre. Et pendant ce temps-là, l'Ukraine avait disparu de nos temporalités. Mais cette fatigue de la guerre, quand elle touche des pays en guerre, elle amène les États à devoir composer pour éviter que cette lassitude arrive. Les morts américains d'Afghanistan rentraient dans des sacs par avion entier. Et l'État américain, l'État fédéral, a interdit aux médias américains de montrer des photos de ces avions. Et à plus forte raison de la cargaison qu'ils emportaient. Et puis, toute guerre conduit à des traumatismes. Je connais des gens en France qui ne dorment plus parce qu'il y a la guerre en Afghanistan, en Ukraine, je veux dire. Et donc, cette guerre, Élie de Saint-Marc en parle très bien, en disant qu'on ne peut pas aimer la guerre, que la guerre, c'est le sang, la souffrance, les visages brûlés, les yeux agrandis par la fièvre, la pluie, la boue, les excréments, les ordures, les rats qui courent sur les corps, les blessures monstrueuses, les femmes, les enfants transformés en charognes. C'est l'horreur du monde rassemblé dans un paroxysme de crasse, de sang, de larmes, de sueur et d'urine, et nous, on regarde ça à la télé. On se passe des images sur Internet. Et je ne vous parle pas des gamins qui vont regarder les assassinats de Daesh et autres sur Internet. Mais vous voyez que ces guerres, même pour ceux qui la font, créent des troubles qui ont un délai d'apparition. Et leur stress, ils vont le vivre toute leur vie. Et pour exorciser ce mal, en France,
on a créé des loteries pour pouvoir penser à autre chose. Alors, on va quitter le côté gore et on va plutôt voir ce que les guerres apportent en innovation. Je vous ai pris l'exemple aérien parce que c'est une temporalité qui est plus montrable, on va dire. La première ligne tout en haut, ce sont les types d'aviation qui sont apparus pendant la Première Guerre mondiale. La reconnaissance, la chasse, le bombardement. La deuxième ligne, c'est la Seconde Guerre mondiale, les éléments que l'on va utiliser pour lutter contre ce qui est apparu pendant la première, donc les radars. On va essayer de mettre de la vitesse avec le Messerschmitt 102, premier avion à réaction. Et puis surtout, on va créer le missile, à savoir les V1 et les V2. Et après, pendant la guerre froide, on va essayer de lutter contre la menace des avions qui vont vite. C'est le développement d'une défense antiaérienne mobile. On va essayer de créer, pour des raisons de renseignement, un avion qui va plus vite, plus haut et qui devait être invincible. Il sera abattu. Donc, on va passer au satellite. Et là, la photo que je vous montre, ce n'est pas la photo du satellite, mais la photo d'un satellite, à savoir, pendant la guerre froide, on a découvert des forts romains dans le désert. Ce qui nous ramène à la réalité de la guerre, c'est-à-dire à un sport que les hommes pratiquent depuis toujours. Et dans les innovations, les guerres ont permis des innovations au niveau de la médecine, au niveau des technologies de l'information et de la communication. Internet et le GPS sont des outils militaires à la base, et pourtant, c'est des choses que l'on utilise tous les jours. Les missiles, de la bombe, on est passé à la conquête de l'espace. Même chose pour le nucléaire. En août 1945, c'était une arme mortelle. À partir des années 50, c'est une source d'énergie. Et on pourrait continuer avec tous les combustibles synthétiques et tous les autres ersatz, depuis le pain de sucre à l'époque napoléonienne jusqu'à la chicorée et à la margarine. Les guerres vont aussi modifier les organisations humaines, les structures de commandement. Vous avez les deux organigrammes de l'OTAN, un en 1950, l'autre aujourd'hui. On va promouvoir et on va rechercher la promotion de la paix, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la guerre ne conduise pas à d'autres morts, et notamment des morts inutiles. Donc, on va créer la SDN, puis on va créer l'Organisation des Nations Unies. On va protéger les droits de l'homme. Depuis 1899, on est dans cette volonté. Et la guerre va permettre également des évolutions sociales, puisque les femmes vont remplacer les hommes. Et donc, on va avoir une émancipation des femmes qui va apparaître. Le seul aspect négatif, finalement, c'est l'utilisation des enfants comme soldats. Donc, vous voyez que lorsque l'on aborde le rythme de la guerre, lorsqu'on aborde les temporalités de la guerre, on est saisi par une sorte de complexité à la fois des rythmes que des flux qui sous-tendent ces guerres. On a des décisions stratégiques, on a des dynamiques politico-diplomatiques, on a des perceptions sociales et psychologiques qui vont interagir entre elles et qui vont façonner à la fois la durée de la guerre que l'issue de la guerre. Un peuple qui doute est un peuple qui perd.
Donc comprendre ces temporalités, c'est essentiel pour développer des stratégies de résolution de conflits et finalement de construire une paix que l'on veut tous perpétuelle, pour parler comme Kant. Et les leçons du passé doivent nous servir à informer les approches futures et donc d'éviter de reproduire les mêmes erreurs et de favoriser des solutions durables. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie pour votre attention.